Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, on commence avec le décès de Jesse Jackson à l'âge de 84 ans. Oui, c'est vraiment un personnage de la politique américaine, un très grand orateur, quelqu'un qui était le champion de la lutte anti-raciale. Il défendait aussi les minorités. C'est quelqu'un qui est né en Caroline du Sud en 1941, donc c'est une région très très raciste des États-Unis. Tu sais, les Noirs étaient ségrégués Ouais. à cette époque. Ils n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes autobus, aller dans les mêmes écoles, etc. Et lui, très tôt, va commencer une carrière d'activiste. Par exemple, il va faire un sit-in dans l'université où il est, parce qu'il y a une section qui est réservée aux Blancs. Et il veut pas ça, il veut pas que ça arrive. Il a tout à fait raison, évidemment. C'est quelqu'un aussi qui va devenir le protégé de Martin Luther King. Il va être présent à côté de lui lorsqu'il va se faire assassiner en 68, Martin Luther King. Et donc, Jesse Jackson va poursuivre un peu sur cette lancée-là et va devenir un pasteur baptiste quelques mois plus tard, donc toujours en 1968. Ouais. Il va fonder... Et sur Martin Luther King, je lisais que Jesse Jackson, qui n'avait pas que des qualités, s'était promené pendant 2 jours avec un chandail souillé de taches de sang qui disait être le sang de Martin Luther King. Puis sur les images par la suite, on se demandait comment il avait pu avoir le sang. En tout cas, ça, c'était une des multiples controverses à son sujet. Oui, parce qu'il y a plusieurs controverses à son sujet. Il va y en avoir surtout, je dirais, dans les 20 dernières années de sa vie. Il y en a toute sa vie, mais ça va s'accélérer. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses remarquables. Il a fondé 2 organisations. Il a fondé, par exemple, PUSH, c'est-à-dire People United to Serve Humanity, où il défendait le droit des Noirs, fondé en 1971. Puis il va fonder la Rainbow Coalition au début des années 80, qui défend les droits de toutes les minorités. Et ces 2 organisations vont fusionner en 1996. Mais ici, il y a un des traits positifs de Jackson, c'est qu'il a toujours tenté de dépasser les approches raciales et de défendre les droits de tout le monde, Mhm. en particulier des plus démunis. Et ça, Ouais. c'est très remarquable à une époque où, si tu veux, et c'est encore comme ça aux États-Unis, tu sais, Ouais. il y a une culture très raciste aux États-Unis. Les universités qui offrent des programmes en études africaines, tu dis, mais culturelles, c'est Afro-américaine, aberrant. ouais. La Mhm. culture était liée à la couleur de la peau. Moi, je trouve ça aberrant. Mais en tout Ouais. cas, c'est quelqu'un qui va aussi se lancer dans la course à la présidence en 1984 et en 1988 pour le Parti démocrate. Il va arriver troisième en 84, deuxième en 1988, et il fait des scores très, très honorables. Et si tu veux, j'ai un extrait qui est un peu long, qui fait 50 secondes de lui dans un discours justement en 1984, et tu vois, il est à la convention démocrate à l'investiture, et tu vas entendre son art oratoire, puis tu vas voir que il y a un côté pasteur chez lui. Les gens pleurent pendant qu'il parle. Écoutons ça si tu veux bien. Exercise the right to dream. You must face reality, that which is, but then dream of the reality that ought to be, that must be. Live beyond the pain of reality with the dream of a bright tomorrow. Use hope and imagination as weapons of survival and progress. Use love to motivate you and obligate you to serve the human family. Young America, dream. Choose the human race over the nuclear race. Voilà. Bury the weapons and Donc, tu vois, c'est un discours qui est plein de bonnes valeurs. Tu sais, ils disent quitter la réalité, commencer à rêver à une nouvelle Amérique. Puis il dit aux jeunes, c'est à vous de faire ça, etc. Bon, puis il rentre dans des thèmes pacifistes ensuite, mais tu sens encore une fois toute la puissance oratoire derrière Jesse Jackson. Alors, Toute une culture aussi, hein, de oui, militantisme, là, où c'est toujours sur le bord d'un sermon religieux, mais c'est un oui. discours politique qui est toujours un peu entremêlé, mais toujours très inspirant d'ailleurs. Oui, puis et effectivement, c'est ça qui va en même temps le couler. C'est une des raisons pour lesquelles il n'arrivera pas premier. Bien sûr,
il a la peau noire et à l'époque, c'est pas très accepté encore aux États-Unis. Il faudra attendre Barack Obama, mais il est en faveur de l'assurance maladie et d'un impôt de 10% supplémentaire pour les plus riches pour payer cette assurance maladie. Ça passe toujours pas, ça, aux États-Unis, tu sais. Ben non. Il considère aussi, il veut réduire les budgets de l'armée parce qu'il considère que les guerres américaines sont des entreprises colonialisme. Il veut abolir l'armement atomique. Il est pro-palestinien. Donc, c'est des positions qui sont très, très à gauche dans le Parti démocrate et qui, évidemment, vont l'empêcher de progresser dans le Parti démocrate. Par la suite, il va soutenir Bill Clinton, Barack Obama, et tu vois, il deviendra jamais, évidemment, président. Encore une fois, il a la peau noire, c'est peut-être pas le temps, mais surtout aussi, ses positions sont très, très à gauche. Il va quand même se faire remarquer, tu vois, en 1984, parce qu'il va téléphoner au président syrien, à l'époque, pour obtenir la libération d'un pilote américain dont l'avion avait été abattu au-dessus de la Syrie. Et il va réussir. En 1991, il va rééditer un exploit similaire pendant la guerre contre l'Irak. Il va faire libérer des prisonniers de guerre américains et britanniques qui servaient de bouclier à l'armée irakienne. Donc, c'est quelqu'un qui quand même a fait des choses considérables. Qui a mis de la pression sur les politiques américaines. Exactement. C'est un homme d'influence. Hein? Alors, il est décédé à 84 ans, Jesse Jackson. C'est la mort d'une époque. Hein? Oui, c'est tout à fait c'est vraiment la fin d'une époque, d'une certaine Amérique. Malheureusement, on le voit beaucoup avec ce qui se passe avec Donald Trump, où on retourne à un état de la loi de la jungle, tu sais. Ouais, justement, Trump et Cuba. Les taux se resserrent sur Cuba. Trump a déclaré que Cuba était en faillite, mais ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il exhorte Cuba à négocier avec lui. Il dit, moi, je veux pas chercher à renverser le régime. Mais il est en train de tarir toutes les sources de revenus de Cuba. Une des sources de revenus de Cuba les plus importantes, c'est les médecins que Cuba envoie à l'étranger. Cuba envoie chaque année 24 000 médecins à l'étranger, dont presque la moitié au Venezuela, mais quand même dans 56 pays. Et ces médecins sont très, très bien formés. Ils rapportent de l'argent à Cuba. Chaque année, ils rapportent 7 milliards de dollars. Alors ça, Trump fait pression pour que les médecins cubains soient pas recrutés par différents États. Et puis, il y a aussi évidemment toute la pénurie de pétrole qui fait en sorte que les problèmes s'aggravent, mais il y a aussi une autre chose dont on parle très peu. Il semble que les vols entre Miami et Cuba pourraient être suspendus. Or, les voyageurs à bord de ces vols, des voyageurs cubains, bien souvent, rapportent des devises, rapportent des médicaments à Cuba. Et ça aussi, ça pourrait être arrêté. Donc, tu vois que les taux se resserrent de plus en plus autour de l'État cubain. C'est vraiment pas drôle pour les Cubains en ce moment, ce qui se passe là-bas. Et resserrement des liens entre la France et l'Inde. Mais oui, on en avait déjà parlé avec les 114 avions Rafale que l'Inde va acheter, mais Emmanuel Macron est en visite à Bombay et il est avec des gens d'affaires, des ministres, et il va y avoir, semble-t-il, non seulement le contrat sur des Rafales qui pourrait bien être signé, mais des contrats aussi en agriculture, en pharmaceutique, etc., dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'il faut entendre, c'est Modi qui a dit, je le cite, le partenariat indo-français n'a pas de limite. Il s'étend des profondeurs des océans aux plus hautes montagnes. Ça te rappelle pas quelqu'un qui avait dit qu'il y avait une amitié qui était illimitée? Hein? Vladimir Poutine qui disait que l'amitié entre la Russie et la Chine était illimitée. Ben voilà que maintenant la coopération entre la France et l'Inde, la coopération stratégique est illimitée pour Modi. Ouais. Donc, on voit vraiment que l'Inde essaie de se chercher une troisième voie, essaie le plus possible de s'allier avec les puissances moyennes, avec l'Europe en même temps de manière générale. Mais c'est très intéressant à suivre ce rapprochement entre la France et l'Inde et plus généralement entre l'Europe et l'Inde. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc Tassé. Merci. À demain. À demain.